cet après-midi comme type de mentor, etc. etc. Voilà. Non, mais vous avez Ok. Est-ce qu'on peut rappeler les mentors qui sont présents? Ah. Bah ouais, qui est leur spécialité, parce que là, on va venir. Est-ce que vous pouvez lever la main, les mentors? Voilà. Et c'est quoi vos... Cabinet Mazars. Donc, moi, je représente le cabinet Mazars, spécialisé dans l'expertise comptable, aussi bien en audit, en conseil. Et voilà, donc c'est pour être partenaire d'un projet. Voilà. Voilà. Oui, bonjour, Pierre Pocheret, l'ingénieur. Moi, je suis spécialisé en domotique et j'ai traité quelques sujets en assistance aux patients. Donc, ça peut peut-être vous aider à voir plus clair dans les possibilités technologiques offertes par les objets connectés et les automatismes liés aux patients. Bonjour, moi je suis Vanessa Séville, directrice adjointe de l'UFSI, donc infirmière à la base, et donc j'ai des compétences en termes de santé. Donc moi je serai là demain matin, mais j'ai une collègue formatrice, donc infirmière, qui sera là cet après-midi, donc je peux vous aider aussi si vous avez besoin. Il en manque un avec ça, non? Il y aura aussi une infirmière cet après-midi et une pharmacienne. Je crois qu'il y en a un, il en manque un. Max. D'accord, oui. Bonjour, docteur Jean-Luc Saladin, conseiller municipal en charge de l'innovation et de la prospective à la ville du Havre. Alors, évidemment, je suis ici à deux titres. En tant que médecin, évidemment, et puis en tant qu'élu. Merci. Vous pouvez vous installer. Bien, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc nous, c'est le groupe sur la gamification. Donc le projet, c'est quoi? C'est la création d'une application qui va utiliser tous les ressorts psychologiques qu'on va trouver notamment dans les jeux vidéo, d'où le nom de gamification, enfin ludification en français, mais on emploie surtout le terme anglo-saxon. Donc on va utiliser tous ces ressorts psychologiques dans une application pour pousser les gens. Alors notamment on pense aux patients de pathologies qui nécessitent de prendre des traitements réguliers ou certaines actions régulières, notamment le diabète. Donc de pousser les gens à avoir ces comportements en les rendant entre guillemets amusants, peut-être pas amusants, mais en utilisant toutes les techniques psychologiques pour les pousser à le faire. Parce que dans le monde du jeu vidéo, il y a certaines actions parfois extrêmement répétitives et extrêmement lassantes que les joueurs vont arriver à faire pendant des heures parce qu'il y a tout un tas de mécanismes qui vont les y pousser. Donc l'idée c'est ça, c'est une application qui utilise toutes ces techniques, une application par exemple qui va utiliser le fait de ne renvoyer que des feedbacks positifs pour les actions bien accomplies, jamais de feedback négatif, ce qui est souvent fait et ce qui est une très bonne façon de faire décrocher les gens. On va utiliser des systèmes de récompense dans l'application qu'on est en train de concevoir, qui est donc faite sous forme de jeu. On a un petit avatar qui va servir à s'impliquer dans le jeu et une des mécaniques utilisées, c'est le fait de débloquer des récompenses, des chapeaux, des machins pour l'avatar. Ça sert à rien, mais rien que ça va pousser les gens à s'impliquer. Donc qu'est-ce qu'on va gamifier? On va gamifier le fait par exemple de faire du sport tous les jours, ne serait-ce que de la marche à pied. On va gamifier le fait de prendre son traitement régulièrement. On va en profiter d'ailleurs pour glisser par le biais de petits jeux, des quiz, des choses comme ça, des informations sur les pathologies. L'exemple qu'on avait pris, c'est voilà, le diabétique, il vient de faire sa prise de glycémie. Il entre la glycémie dans l'application et l'application, petite question, maintenant qu'est-ce que vous pourriez manger pour réguler votre taux de glycémie? Il répond bien, il gagne quelques points.
points, et sinon, petite information, petit tips pour lui dire, ah, c'est ça qu'il faudrait manger, ce serait mieux. Ensuite, on va gamifier aussi, par exemple, les rendez-vous chez le médecin. Il y a souvent des gens qui ne vont jamais chez leur médecin. Parfois, par exemple, mon cas personnel, j'ai été chez l'ophtalmo il y a 2 semaines, ça faisait 5 ans que j'avais arrêté. C'est pas bien. On peut par exemple gamifier ça avec des rappels, et puis là, j'ai été chez mon médecin, bravo, vous gagnez quelques points, et si le comportement est régulier, après, on utilise les mécaniques d'achievement qui existent dans les jeux, les récompenses, et en fait, voilà, l'idée c'est de pousser les gens à avoir ces comportements, ces bons comportements, par des mécaniques de fun, mais en utilisant des ressorts psychologiques. Je pense qu'on a fait le tour. Pour citer, par exemple, je vais citer quelques exemples de gamification qui sont utilisés aujourd'hui. Par exemple, typiquement, la carte fidélité dans les hypermarchés. On gagne des points, puis il y a des petits cadeaux, donc on consomme plus, et c'est extrêmement efficace, et c'est une mécanique qui vient de là. Les mécaniques dans les call centers, de celui qui a le plus gros score, c'est lui qui va avoir la prime. Ça, c'est la compétition, le scoring, c'est des choses qui viennent de ce milieu-là. Donc l'intérêt, voilà, c'est d'utiliser ça. Où on en est, on a déjà pas mal vu ce qu'on allait faire. On voit déjà quelle mécanique on va utiliser, quel ressort on va utiliser. On voit déjà, pour l'instant, ce qu'on va gamifier. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans l'application. Donc là, on est parti sur l'exemple du diabète comme maladie type. Après, l'intérêt de l'application, c'est de pouvoir rajouter facilement des différentes pathologies au fur et à mesure de l'évolution de l'application. Donc on a tout ça, on sait déjà quels écrans on va mettre. Ouais, on a déjà les technologies. En fait, il ne nous reste pratiquement plus qu'à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez des problématiques à résoudre ou vous en avez pas? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez aujourd'hui des questions qui vous chagrinent ou ce genre de choses Pas tellement, en fait, parce qu'on sait à peu près vers où on part. On a des cas, comme on avait déjà des cas qui posaient problème, on pensait notamment aux jeunes, aux adolescents qui ont du mal à suivre leur traitement. On a le pourquoi, on a le comment. Après, s'il y a des gens qui ont peut-être des compétences avancées en psychologie, en pédagogie, et qui ont des bons conseils sur comment motiver les gens, ça ce serait nickel, parce que en fait, tout repose vraiment sur les ressorts psychologiques qui vont être utilisés pour faire fonctionner l'application, pour pousser les gens à l'utiliser régulièrement, quoi, et à avoir les bons comportements. Comment vous faites la liaison entre la vie dans le jeu et la vie réelle? C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit que je mette ah bah tiens, je me lave les dents? Oui. Est-ce que vous avez des mécanismes justement pour essayer de lier les deux? En fait, pour la plupart des choses, ça va être à l'individu qui utilise l'application de l'entrer dans l'application. Après, on essaye de développer pour avoir le moins de choses à entrer possible à un même moment, pour pas que ce soit lourd. Il y a quelques mécaniques qui sont automatiques. Par exemple, on est en train de travailler pour tout ce qui est le sport, la marche à pied, notamment chaque jour, en utilisant les géolocalisations du téléphone. Après, ouais, ça va être beaucoup d'impliquer le patient dans son utilisation. C'est pour ça qu'il faut que les ressorts soient efficaces, qu'il ait envie de... Si ça rentre dans votre question, on estime que c'est pas important que la personne puisse tricher, puisque le but c'est qu'elle ait envie de participer et donc qu'elle volontairement elle s'applique dans la chose. C'est pas important s'il y en a un ou deux qui trichent dans l'affaire. L'important c'est que la plupart apprennent à utiliser leur traitement et s'impliquer dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une addition de tous les bons comportements? Par exemple, sur l'activité physique, on avait imaginé, quand on avait mis en place ce hackathon, qu'on puisse comptabiliser tous les trajets à vélo, les trajets à pied d'un territoire. Sur le A, par exemple, on pourrait, si
ceux qui participent à ça, on va dire bah, il a été fait tant de kilomètres à pied aujourd'hui, tant de kilomètres à vélo. Enfin, l'addition de tous ces... Oui, alors ça pourrait se faire parce qu'en fait une idée, on va dire en bonus qu'on avait eu, c'était que les données de votre application, ensuite elles soient portées dans une base de données, sécurisée et anonymisée évidemment. À la base, l'idée c'était que voilà, ça vous donne une clé, un identifiant, et c'était pour le donner à votre médecin traitant, comme ça il peut avoir des informations complémentaires. Mais après, bien sûr, à partir de toutes ces données, on peut imaginer faire du traitement de données sur du big data, en fait, sur tel ou tel élément, de l'analyse, et pourquoi pas voir combien de kilomètres sont faits chaque jour sur le Havre. Et comme on a de la géolocalisation, on a des itinéraires, on a des points de passage. Ça nous donnerait le niveau on pourrait suivre en temps réel le niveau d'activité physique de la population. Ça, par exemple, à partir du moment... Et ça fait un challenge pour la population. Oui, ajouter la compétition. Et après, en plus. on ajouterait la compétition par ville. Aujourd'hui, Le Havre, Rabat-sur-Rouen... Ça, par exemple, ouais, c'est quelque chose d'excellent. Merci beaucoup pour l'idée. Parce que c'est quelque chose... La compétition, c'est un bon moteur. L'émulation. C'est ça. Après, est-ce que dans l'émulation, il peut y avoir par exemple, si on prend un diabétique qui va dire, voilà, j'ai pas fait un marathon, mais est-ce qu'on peut le responsabiliser en disant, voilà, ce qu'il a fait, c'est trop fort, et il y a un risque pour sa santé après, par exemple. Et est-ce que après, pour rejoindre un peu la question de la personne, j'ai oublié son nom, c'est pas bien. C'est de savoir, de responsabiliser un peu le patient et de lui dire que si par exemple il a couru un diabétique qui court un marathon, est-ce qu'on peut lui dire une alerte en disant qu'il y a quand même un risque pour sa santé par exemple? Alors l'idée ce serait d'éviter de faire ça parce que comme c'est une application volontaire, de nombreux cas, notamment, bon, je vais revenir parce que c'est un peu la base de travail dans le jeu vidéo donc dont on utilise les ressorts psychologiques, on s'est rendu compte que tout ce qui était du feedback négatif faisait fuir les gens directement de l'application. Donc on pourrait par exemple, s'il y a un lien fait avec le médecin, plutôt que directement que ce soit l'application qui dise aux patients attention, c'est pas bien ce que vous faites, c'est le médecin qui pourrait être informé et qui lui le ferait. Parce que le but c'est d'éviter que les gens ils désinstallent l'application parce que oh non, celle-là elle me culpabilise, j'aime pas ça, oh non c'est un jeu qui est pas drôle. Faut pas que le jeu il soit pas drôle, sinon les gens ils jouent pas. Après ce sera le médecin en fait. Oui, parce que de toute façon l'application elle est là pour être complémentaire avec le médecin, donc le faire intervenir grâce à l'application par ce biais-là, ce serait une force en fait pour le lien patient-médecin grâce aux données qu'il aura en plus. Merci. Bien, la team suivante. Bonjour à tous. Qui ne s'est jamais ennuyé devant ses livres en cours, devant le prof qui fait un cours magistraux? Qui ne s'est jamais ennuyé? Ah oui. Eh ben, pourtant, les infirmiers, les étudiants en école d'infirmiers ici, c'est le cas. Paul, tout à l'heure, il me disait bah, regarde comment on apprend l'anatomie aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des livres comme ça, et il y a des planches en 2D. Enfin, ça ne me parle pas, moi, tout ça. Et voilà comment on apprend à soigner un patient, à faire des études de cas cliniques, avec des dossiers, avec les symptômes des patients, tout ça. C'est complètement dépassé, ça je comprends pas. On a des tablettes, on a des casques de réalité virtuelle, et on en est encore aux méthodes de Léonard de Vinci à 500 ans avec nos vieilles planches en 2D. Il y a un souci quand même. Et si on pouvait avoir, je sais pas moi, un moyen d'apprendre plus proche de la réalité, un truc un peu concret, quoi. C'est vrai, quand on est infirmier, c'est ça qu'on est venu chercher. Bah justement, Léa qui est là, elle est formatrice ici, et elle a eu l'idée de Nurse Connect. C'est un jeu éducatif, un jeu vidéo éducatif qui pourrait se trouver sur une tablette ou directement avec des lunettes de réalité augmentée, et du coup qui pourrait me faire apprendre, mais concrètement. Alors à quoi ça pourrait ressembler? J'arrive sur ma tablette, je mets mes lunettes,
et j'arrive directement dans la chambre du patient. Donc, je vois mon patient et j'ai accès à toutes les informations que je peux avoir. Là, sur la table, je peux cliquer, j'ai le bilan sanguin qui s'affiche. Je peux voir qu'il a des sueurs sur son front, qu'il se tient la poitrine. J'arrive à cliquer, je peux voir sa tension, toutes les données. Alors avec ça, je vais sélectionner celles qui me paraissent anormales, et puis je vais réfléchir, et je vais pouvoir poser mes hypothèses de diagnostic, et rentrer dans l'application, voilà, moi, tout ça, ça me fait quand même bien penser à un infarctus. Alors je vais prévenir le médecin, je rentre ça dans l'application, et puis j'ai les résultats, bah oui, effectivement, j'avais bien vu, j'ai bien déroulé les symptômes, c'était bien un infarctus. Et puis cerise sur le gâteau, bah, quand je clique sur le patient, j'arrive à voir l'organe qui sort en 3D, comme si je voyais à travers le corps du patient, et puis je vois le cœur, cette fois-ci c'est plus de la 2D, une planche, et je vois comment ça se passe à l'intérieur, je vois qu'il y a un caillot et que c'était bien un infarctus. Et donc là, bah, ça me parle concrètement, quoi. Et enfin, bah, je vais pouvoir m'exercer comme si j'étais devant un patient, mais sans les risques encourus si jamais je me trompe. Voilà, merci. Des questions? Ah bah ouais, c'est moi. Concrètement, comment tu fais ça? L'idée, c'est de faire un jeu vidéo. Alors, toutes les technologies, elles existent, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable de voir le réalisme qu'il y a sur les jeux vidéo. Donc, les serious games, tout ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Après, là, ce week-end, tu veux dire, ou l'idée du... Imaginons avec quelle technologie ça roule et vraiment concrètement, parce que en fait, j'ai des images de science-fiction en fait, qui me viennent. Là, on n'a pas de diapo, là, mais on a fait des visuels qui représentent pas mal ce qui pourrait se passer. Et tu verras ça tout à l'heure. Mais alors, je ne suis pas développeur, mais Benjamin, il a bossé hier toute la nuit sur un truc. Il a réussi à avoir un truc vachement concret. Et vous verrez ça plus tard, mais il n'est pas là. Mais il y a déjà des trucs qu'on peut faire rapidement. Ouais. Allez, encore une petite question. Sinon, la team d'après se prépare. Ah, une question. Après, sur le plan financier, sur le plan économique, comment c'est une application gratuite, comment économiquement on peut faire vivre C'est vraiment une application qui est dédiée aux écoles, aux centres de formation. Donc à mon avis, la monétisation, elle se fait ici. Hein. C'est des outils pédagogiques, c'est pas forcément gratuit. Ça coûte beaucoup plus cher des étudiants infirmiers formés de manière peut-être pas très bonne sur le raisonnement clinique. Ouais. Je pense que des étudiants infirmiers formés actuellement sont peut-être pas dans une optimisation de la prise en charge et que ça coûte beaucoup plus cher des étudiants ou des futurs, enfin surtout des futurs infirmiers qui engendrent plus de risques auprès du patient que de peut-être financer une application comme ça au sein des formations pour optimiser la prise en charge auprès des patients pour plus tard. Oui, une mutualisation aussi, on est dans les regroupements hospitaliers. Pourquoi pas aussi, en tout cas, mutualiser ces projets pédagogiques, quoi. Encore une question? Moi, il me semble qu'il faut l'envisager comme quelque chose qui vient après avoir appris, parce que sinon, on va avoir l'illusion de savoir. Parce que les images vont donner l'impression qu'on sait, alors que c'est tout le problème d'un concept qui nous vient du Québec, qui s'appelle la littératie. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, on a 50% de la population qui n'est pas littératie. La littératie, c'est quoi? C'est la capacité à lire, la capacité à comprendre ce qu'on a lu, et la capacité à changer un comportement à partir de ce qu'on a compris dans ce qu'on a lu. Et les images, elles, ne permettent pas d'accéder à la littératie. Ce qui n'est pas gravé dans la mémoire profondément. Nous, en médecine, en fait, on apprend à peu près toute la médecine, on l'apprend 7 fois, on l'oublie 7 fois, et à la 7e, ça reste à peu près gravé, et là, ça devient efficace. Surtout que là, après, il y a des croisements qui sont. Il ne faut pas oublier que la mémoire est constructive.
C'est pas un disque dur inerte. Et alors, il ne faut pas s'illusionner, même s'il ne faut pas le rejeter sur ces systèmes-là, qui serait un peu la cerise sur le gâteau, qui viendrait renforcer ce qui a été déjà mémorisé avec beaucoup d'efforts. Sinon, c'est une illusion. Je vais répondre, parce que du coup, je suis depuis 1 an et demi au cœur de la formation des étudiants. Ce qui se profile là, c'est qu'on bosse sur des... Donc en amont, ils ont les cours, d'accord, les cours des médecins, ils ont des données aussi par rapport à des références bibliographiques et tout ça. Sauf qu'en fait, le raisonnement clinique auprès du patient, ce qui va être leur métier principal pour faire les liens, c'est des feuilles en fait en papier A4, recto verso, avec des situations qui ne changent pas, qui ne sont pas évolutives, et puis qui ne changent pas d'année en année. Donc en fait, ils se refourguent les situations. Et puis du coup, normal. Moi, je ne vais pas m'embêter à bosser, j'ai le corrigé. Et en fait, ce qui a été prouvé quand même, c'est que la mémoire aussi, induite par le faire, par prendre des décisions, par effectuer plusieurs fois la même chose. Par exemple, un jeu comme ça, c'est en termes de progression, ça c'est plutôt utilisé dans une optique de formation, formative. Les étudiants, en fait, ont des progressions en pourcentage. Ils peuvent revenir sur le même cas clinique si, en fait, la première fois, ils ont un pourcentage qui n'est pas assez effectif par rapport à ce qu'on leur demande, par exemple. Donc, reprendre des décisions, en fait, ils sont décisionnaires. En complétant aussi, toujours en repérant les étudiants qui sont en difficulté pour les reprendre sur, par exemple, le cas clinique ou... travail préalable. Bien sûr, bien sûr, c'est comme... Et qui est complètement, vous avez vu les résultats, il y a une perte à cause des images, on a une perte de la capacité à apprendre dans une société qui est terrifiante. À ce jour, on a des cours enregistrés, les étudiants. C'est l'universitarisation qui nous impose ça, en fait. C'est fini, en fait, les profs qui viennent et qui nous... D'accord? Donc on est déjà dans l'image, en fait, dans la formation. Donc... Si je peux me permettre, moi je suis étudiant, mais pas infirmier. Et je pense que pour les infirmiers, ce sera aussi beaucoup plus intéressant de réviser des jeux vidéo que de réviser des cours papier. Donc derrière, merci. Ce sera beaucoup plus intéressant de réviser par un jeu vidéo que de réviser par des cours papier aussi. Donc vous risquez d'avoir des gens qui connaissent mieux leur sujet juste parce que c'est plus intéressant. Là, je suis juste étudiant. Il faudrait que je prenne le temps de vous expliquer. Après, il faut faire de la neurophysio, il faut accéder à la littératie. Je ne me suis pas fait comprendre. J'assure qu'il y a un moment, tous les pédagogues sérieux conviennent du fait qu'il y a un moment où il faut apprendre, mais apprendre avec des mots précis. C'est une fois que ce travail, avec effort, qui est très très douloureux, qui est très, très pénible, hein, c'est des heures et des heures à répéter jusqu'à ce qu'on sache par cœur. Tant que ce travail-là n'est pas fait, les images donnent l'illusion de l'apprentissage. Non mais on n'épuisera pas. En fait, les images seront complétées par des cas cliniques en fait. Par les enseignants. Ok, comme quoi le mentorat est déjà en cours. Équipe suivante. Excuse-moi. Équipe suivante. Il y a quelqu'un d'une autre équipe là. Ah voilà. Il manque un micro. Ah non, il est derrière. Bonjour, on n'a pas préparé le pitch. Non, mais le but là, c'est juste d'échanger, enfin de présenter les choses en tant que base. En fait, on avait fait un petit défi challenge là, il y a 3 semaines. Et donc on a travaillé sur un sujet, on avait décidé, donc, avec le docteur Saladin qui nous avait dit que l'essence de tout, c'était le sport. L'activité physique qui irrigue notre cerveau, donc plutôt que de commencer par la formation, commençant par s'oxygéner. Un peu schématique. Donc, il y a un programme en fait qui a été lancé qui s'appelle Tous en... Un havre en forme. Un havre en forme, très bien. Alors, et donc on s'est dit comment mettre les gens en forme et les inciter
à se bouger un peu. Et donc l'idée qui était ressortie, c'était faire des défis de ville. Donc c'est-à-dire que vous fassiez 100 mètres ou que vous fassiez 10 km en courant, peu importe, le principal c'est de participer à un effort collectif. Et donc aujourd'hui, enfin, pendant le week-end, ce sur quoi on a travaillé, c'est de faire un petit challenge, donc tout petit. Nous, c'est un tout petit projet. L'idée, c'était de se dire qu'on a commencé hier, on ne travaille pas beaucoup, mais on va le finir demain. C'est ma philosophie. Non, c'est de l'efficacité, ça n'a rien à voir. C'est promis. Ça marche bien. Et donc, comme il va y avoir les 500 ans l'année prochaine, et comme Le Havre a la chance d'être un quadrillage, autant s'amuser, plutôt qu'à dessiner autre chose, à dessiner des 500 dans la ville. Ouais. Tu veux présenter un petit peu avec la carte, s'il vous plaît? Allez, on commence avec le GPS. Non, bon, alors techniquement, comment ça marche? C'est un petit portail web. Et en fait, on a tous des traces GPS, soit avec notre smartphone, soit avec des montres, running, etc. Et on a proposé on a pris une petite carte, proposé différents types de 500 à dessiner dans la ville. Et donc, vous branchez votre montre, vous faites le tour du pâté de maison, vous arrêtez votre montre et après vous déposez la trace GPS sur le portail et c'est comptabilisé comme un 500. Et le but, c'est d'en faire 500. Il y a des 500 plus compliqués que d'autres. Il y a des 500 avec escalier. Donc vous pouvez le faire à vélo, en courant, en marchant. Vous pouvez le faire 10 fois aussi si vous voulez. C'est en chiffres ou en lettres pour l'écrit 500? Alors en chiffres parce qu'en fait la ville est grande mais pas assez carrée pour. Mais tu peux aussi faire. La ville, en fait, t'as un peu quitté la carte, c'est vrai. Tu peux, ouais. En ville, c'est moins carré, quoi. Tu peux avoir un potentiel, mais écoute, do it. Hein. Bah oui, je cours pas. Non, tu peux le faire à vélo. D'autres questions? C'est vrai, vu qu'ils vont commencer à bosser demain, on va peut-être leur poser on aura peut-être plus de questions demain. Non mais c'est déjà terminé. Hein. Efficacité. Non mais là cet après-midi on fait la balade. D'accord. Bah oui. Moi du coup j'ai une petite question, je peux venir avec vous pour la balade? Ouais, carrément, bah, nous on a pris un tandem, moi je fais la vidéo derrière. T'es réquisitionné pour les conférences? Ah oui, c'est vrai. Une super conférence de Sarah, donc je vais quand même balader. Chacun son projet. Hein. Équipe suivante. Bonjour à tous. Nous, on est parti du postulat tout simple, en fait, d'une situation qui nous est tous arrivée. C'est de se retrouver un soir, on a mal à la tête ou mal au ventre. On va dans sa salle de bain, on sort la grosse boîte pleine de boîtes de médicaments. On prend un peu le premier truc qui nous vient. On se dit, bon, ça va le faire. On se sent mieux et on passe. Et on trouve tout ça innocent, sauf qu'en fait, l'automédication, c'est quand même un gros fléau. Ça tue énormément de gens tous les ans. Donc, on a voulu créer une application mobile qui va nous permettre très rapidement de scanner un médicament, de répondre à quelques petites questions sur notre profil de patient. Et ça va nous sortir une fiche simplifiée du médicament avec des contre-indications, plein d'informations utiles pour avoir une prise du médicament qui va être responsable et se faire dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, très rapidement le projet. Où on en est, on a établi tout le périmètre de l'application, on va commencer à coder cet après-midi. Et on aurait besoin peut-être de l'avis d'une pharmacienne pour nous enrichir encore d'autres problématiques qu'on n'a pas forcément étudiées encore. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Comment vous entrez les données? Quelles données? Des médicaments. Les médicaments, actuellement, il y a une base dedans. Alors,
pas commercial et une base de données mise en place par le gouvernement, par l'agence nationale, la NSM, où en fait tous les médicaments sont déjà répertoriés avec, on peut retrouver en fait la fiche papier qu'on retrouve dans la boîte, et chaque médicament qui est commercialisé est rentré sur le site automatiquement par le laboratoire. Vous avez quelqu'un qui traduit ces informations en quelque chose de compréhensible? Oui, enfin, c'est notre gros sujet cet après-midi, c'est d'arriver justement à extraire les infos pertinentes. Donc ils vous font des pharmaciens. C'est ça. Il y en a 2 ou 3 en ville, hein, je crois. Non, il y en a même 2 cet après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, parce que je ne vois pas forcément... C'est quoi ton numéro? C'est pas comme ça. Bon, bah merci Paul, et merci ici. Que demain, on s'y prend un peu au dernier moment, mais on le fait quand même. On fait une cartopartie autour de l'IFSI, là, ici, pour cartographier les pharmacies et les plaques des médecins et tout ce qui tourne un peu autour du médical, vu que c'est le thème. Parce qu'en fait, on voulait faire un autre projet sur le thème des médecins au Havre, mais on n'a pas trouvé de données. Donc voilà. Et en fait, il y a des enfants d'une association Tchekar qui vont venir. Et donc c'est une cartopartie plutôt à destination des adolescents, on va dire. Donc si vous avez des adolescents en stock motivés, vous pouvez les inviter. Demain après-midi, je pense qu'on fera 15h, 16h30. Là, tu parles de prise de données, après il faut les rentrer dans la base de données. Mais dans l'après-midi aussi Ouais, après on fait un petit tour et puis après on rentre. Et tu veux nous aider? Une demi-heure pour chaque truc. Merci Lou. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis infirmier en médecine, en oncologie et mycologie pédiatrique. Comme disait Simon, c'est Simon, ouais. On est dans un monde 2.0. De plus en plus, les tablettes arrivent à l'hôpital et elles ont une efficacité avérée dans les soins dits douloureux. Elles distraient les enfants, un vrai outil qu'on peut utiliser en complément de médicaments type, alors je vais dire Méopa, mais c'est le gaz hilarant, qu'on utilise en pédiatrie, qui fonctionne très bien, mais pas seul. Il faut obligatoirement autre chose. Donc, les tablettes arrivent à l'hôpital, moi j'ai envie de les exploiter. Je travaille en néonatologie et oncologie pédiatrique. Et je suis parti d'un constat, il existe des méthodes actuelles pour accompagner les enfants et les parents, notamment lors d'une découverte. Moi je vais prendre l'exemple, on va prendre ce week-end l'exemple d'une découverte de leucémie chez une jeune fille. C'est un moment grave, un moment de détresse psychique. Et je pense qu'on peut, avec l'aide d'une tablette, créer un accompagnateur virtuel, des documents qui vont accompagner l'enfant et les parents. Alors, pas juste pendant les soins, mais à la maison également, qui peut être un lien, il y a des classeurs de liaison qui existent, donc un lien entre la famille et le patient, la famille et le médecin, le patient et les parents. Enfin, donc les parents, lorsqu'on leur dit quelque chose de grave, ne vont pas tout de suite imprimer tout. Du coup, ils vont revenir à une base de données sûres et pas aller voir sur le Doctissimo ce qui se passe et voir des choses qui peuvent être pas du tout adaptées au cas parce que chaque pathologie est différente. Et on souhaite créer une application, un environnement qui accompagne l'enfant de l'annonce jusqu'à la rémission ou à la guérison de la maladie et qui va prendre à un moment donné et qui va nous aider à infirmier à faire les soins, à expliquer les soins en amont, avoir un suivi des rendez-vous, pourquoi pas aller jusque-là. Voilà, c'est notre but. Là, on réfléchit dur à la mise en place la clarification des sujets. L'aspect visuel, il est dans nos têtes pour l'instant. Tout ce qui est conception informatique, ça, je sais pas. Je ne connais pas. Ça reste pour chiffrer, ça va être difficile. Notion de financement, on y réfléchit aussi. Les difficultés sur le terrain, on y réfléchit également. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On réfléchit pas. Il faut passer à l'exécution. Ouais.
Qu'en est-il de l'utilisation du réseau et du Wi-Fi dans les hôpitaux? Vous pouvez... Pour l'instant, si je prends l'exemple du GHH, c'est un prestataire de service qui déploie le Wi-Fi. Du coup, nous, en tant que soignants, on n'en bénéficie pas du tout. Donc la tablette actuelle, elle fonctionne en mode hors ligne dans le service. C'est des jeux qui fonctionnent en mode hors ligne. Cette application, soit elle fonctionne en mode hors ligne avec une base de données intégrée, compartimentée, qu'on peut débloquer, que le médecin a débloqué. Parce que si l'enfant arrive pour une leucémie, il y a beaucoup d'étapes qui vont être très rapprochées dans une découverte, avec des prises de sang, des ponctions de moelle, avec une pose de cathéter central, avec les chimiothérapies qui vont débuter très rapidement. Donc il y a un gros lot d'informations qui arrivent. En leucémie, on peut aussi parler de greffe à long terme. Mais si l'enfant a besoin de la greffe, il ne faut pas qu'il aille voir les infos sur la greffe. Donc soit c'est une base de données complète dans l'application, soit c'est des... Alors si on arrive à déployer un réseau Wi-Fi à l'hôpital, je crois qu'il y a un monsieur qui vient cet après-midi, accessible pour nous soignants, effectivement on pourra plus facilement communiquer avec cette application. Pourquoi pas réfléchir à une page web, parce que alors, de plus en plus les tablettes arrivent chez les gens. Chaque enfant que je vois en soins, il y a le parent qui a un téléphone portable et qui met une petite vidéo dessus. Donc s'il a son application, soit sur l'application sur le téléphone, soit c'est un logiciel qui sera disponible sur l'ordinateur, soit ça communique vraiment avec l'hôpital, en respectant le secret professionnel avec une connexion sécurisée, soit c'est une application un peu plus fermée. Ça, il faut qu'on voit dans la pratique, je pense qu'il faut qu'on essaye. Vous donnez la tablette? Alors, dans l'idéal, ouais. D'accord. Dans l'idéal, oui, c'est une tablette qui va suivre l'enfant. Il y a des soucis de vol. Pour l'instant, la tablette, elle est sur un pied fermé à clé. Elle se balade de chambre en chambre. Dans l'idéal, pourquoi pas une tablette qui va accompagner l'enfant? Alors c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il la casse, il faut pas qu'il... mais dans l'idéal, soit c'est la tablette qui accompagne l'enfant, soit c'est le logiciel qui va suivre l'enfant. Du coup, diversifier les écrans pour une accessibilité plus facile. Avec, du coup, il y aura un mot de passe identifiant, mot de passe. Ou alors, ouais, ça se construit comme ça. Au CHU de Rouen, on a un service de transplanté cardiaque et ça se passe pour le suivi des personnes qui ne sont pas encore transplantées, qui ont un cœur artificiel. En fait, des fois, ils arrivent de la région, mais jusque dans le nord, vers Abbeville. Et donc, il y a une communication, en tout cas, avec le médecin du chirurgien cardiaque et le patient. Ça évite aussi les transports, la fatigue du patient, le risque aussi infectieux avec tout ce qui chope à l'hôpital aussi. Et donc, c'est vraiment un outil qui peut nous être complémentaire dans le suivi, par exemple, des pansements. Parce que les pansements sont super complexes. Et donc, du coup, on peut orienter l'infirmière à domicile quand elle est chez le patient, elle se connecte. Avec le médecin en amont, ils ont pris un rendez-vous connecté. Et donc, du coup, elle est en live avec le médecin qui lui dit tiens, il faudrait que tu changes peut-être tes produits ou qu'on fasse autrement. Ou tiens, à mon avis, il faut qu'il revienne parce qu'on va devoir le ponctionner, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant en tout cas. Du coup, je rebondis. En pédiatrie, les infirmières libérales sont très peu formées ou pas du tout formées. Et il y a je n'ose pas dire un marché, mais il y a des enfants qui sont soignés à domicile. Mais les infirmières ne sont pas du tout... il y a des chimiothérapies qui peuvent se faire à domicile, donc il faut que l'infirmière se protège, mettre des gants. Les infirmières libérales ne sont pas toujours au fait de ça. Effectivement, ce sera un outil qui permettrait à n'importe quelle infirmière libérale d'intervenir chez l'enfant, au lieu que l'enfant se déplace. Et au niveau, vous avez parlé tout à l'heure de fournir des tablettes. Comment vous allez les financer, ces tablettes? Donc, il faudrait, je pense, dans l'idéal, ça serait ça. Après, il y a des appels à projets qui existent. On n'a pas entendu. C'est dans l'utopique de leur donner la tablette à l'hôpital. Au CHU de Rouen, ils ont acheté des tablettes aux urgences, par exemple, et ils ont trouvé des sous. Les tablettes actuelles de GHH, elles ont été offertes par... je ne suis pas sûr de mon info, mais il y a le Lions Club qui a offert une tablette. Il y a l'association Rêve. Après, il y a l'association Sparadrap qui existe en France. Il y a des appels à projets qui ont actuellement en cours. Donc, il y a des possibilités de financement, à faire appel à des laboratoires. Parce que j'ai regardé il y a des publications sur Internet où il y a des études qui s'intéressent les laboratoires. Les nouvelles technologies dans la prise en charge de la douleur, alors moi je suis spécialisé pédiatrie, donc les adultes je ne pourrais pas dire, mais c'est quelque chose qui est porteur pour moi actuellement. Et puis il faut savoir aussi que le prix d'une tablette il décroît de
travaille pas dans le domaine de la médecine, mais les budgets par rapport à une leucémie de soins, c'est énorme par rapport au coût d'une tablette. Enfin, je veux dire, il faut peut-être reprioriser les budgets. Je veux dire, s'il y a un bénéfice sur le patient, on va forcément faire des économies d'autre part. Il faut arrêter de voir ça comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Une tablette, ça coûte rien, ça coûte 400 €, même si vous prenez une tablette sécurisée, etc. Voilà. Et sur le concret aussi, un enfant qui va pouvoir se préparer chez lui à une ponction de moelle, ça va être un enfant moins stressé qui va arriver à l'hôpital, moins d'explications à lui redonner dans le service. Si on parle concrètement de chiffres un peu de façon déshumanisée, il y aura plus d'enfants qui vont passer de la journée et l'infirmier pourra travailler plus confortablement. Il y a un gain aussi de confort. Après, faut peut-être arrêter de tout mesurer aussi. Si ça fait, on est dans des situations hyper critiques. Voilà, on n'est pas là en train de déployer des systèmes d'infos comptables. Plus de questions? Peut-être on aura besoin peut-être d'un développeur. Je pense. Ébaucher une autre équipe qui est pleine de développeurs. Si vous arrivez à avoir le soutien de l'hôpital, peut nécessiter son atelier à elle seule, c'est-à-dire une journée ou un week-end où il y a des développeurs qui viennent, parce que c'est un gros projet et c'est super ambitieux et super intéressant. Non, je ne l'ai pas dit, mais je travaille sous l'égide sous la bannière AlgoPouce. AlgoPouce, c'est je trouve jamais le mot, un groupe de réflexion, un comité. Ouais, un groupe de réflexion au sein de l'hôpital du groupe hospitalier du Havre sur la prise en charge de réflexion autour de la prise en charge de la douleur des enfants avec le docteur Nicolas Astier qui est algologue et qui me soutient dans ce projet et à qui je demande des informations, je l'ai au téléphone. Donc il y a effectivement au GHH, il y a quelque chose qui existe déjà et qui réfléchit à toutes les prises en charge possibles imaginaires de la douleur. Après le logiciel, moi je suis en hématologie, oncologie, on peut le déployer en médecine pédiatrique, on peut le déployer en chirurgie pédiatrique sur les prises en charge de l'ambulatoire, le parcours ambulatoire, les urgences aussi. S'il y a de l'attente des fois s'il a sur l'application, le radiologue arrive à envoyer l'image, l'enfant comprend pourquoi il a un plâtre, c'est parce que son bras est cassé, c'est pas toujours accessible dans les salles de soins, tout ça. Donc moi je vois du potentiel dans cette application. Il existe des choses papier déjà, ça j'en suis conscient, mais allons plus loin quoi. C'est cool hein, les équipes qui s'encouragent entre elles. Ouais. Moi j'adore ça. Ok. Dernière petite question, et après on passe à l'équipe suivante. Alors, en fait, je sais que j'avais une amie qui avait été opérée comme ça quand elle était petite. Et en fait, même si aujourd'hui elle est grande, elle garde dans sa chambre tous les diplômes qu'elle a eus quand elle était à l'hôpital. Comme un vrai diplôme qu'elle a pu passer. Et savoir si aussi ça peut rentrer dans votre application. Oui, il y a toujours le diplôme papier à l'hôpital. Moi j'offre des petites cartes de collection Monster et compagnie aux enfants qui pleurent pas ou qui peuvent pleurer mais qui ont été très courageux pendant la prise de sang. Et on a les diplômes du courage. Ouais. Alors on a imaginé que l'enfant pourrait réaliser les gestes techniques, les gestes de soins, par exemple une pose de cathéter, alors évidemment avec des représentations simplifiées et pas anxiogènes, et qu'à la fin de cet acte-là réussi, il puisse gagner des badges, par exemple, voilà, le badge cathéter, etc., pour qu'il puisse déjà juste inscrire ça dans sa mémoire et puis qu'on puisse le valoriser et dédramatiser. On est toujours là-dedans dans le fait de soulager l'enfant de manière émotionnelle, affective, physique aussi, voilà, pour qu'il se sente mieux. Et en fait, son bien-être, il va profiter à la fois à lui-même, au personnel soignant et aux tuteurs, aux parents, etc. C'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant qu'on veut soulager ces maux.
Merci. À vous. Donc bonjour, on va vous présenter le projet Séverine qui en fait le but à l'origine c'était de pouvoir collecter sur une tablette ou une borne multimédia des informations administratives et de santé pour ne pas pour en fait alléger la charge administrative du médecin au sein du cabinet. Donc ça c'est la première fonction. Et la deuxième fonction c'est de prévenir le patient quand il y a un engorgement de la salle d'attente pour éviter que les patients donc déjà potentiellement malades et affaiblis se mélangent aux autres patients et se chopent d'autres maladies. Donc prévenir le patient en disant excusez-nous mais le médecin a 1 heure de retard, voilà, veuillez vous décaler d'1 heure avec un rappel quand la place dans le cabinet approche pour dire ça y est, vous pouvez venir, pour éviter justement cette contamination éventuelle au sein du cabinet médical. Donc on a organisé ça, on a réfléchi, une tablette, oui, mais elle va peut-être disparaître, puis ça a un côté super ludique. Donc en fait on a pensé à une borne multimédia basée sur un Raspberry avec un écran tactile pour rentrer les informations. Et puis pour communiquer avec le patient, donc il y avait plusieurs possibilités, soit faire des parties applicatives sous Android, iPhone, iOS, pour communiquer avec le patient, mais du fait des différentes applications clientes, ça nous a paru beaucoup plus simple d'envoyer des SMS et d'en recevoir, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est le médecin, la veille, construit sa grille de rendez-vous du lendemain, envoie les demandes de confirmation au patient pour le rendez-vous en disant nous vous rappelons que vous avez rendez-vous demain à telle heure. Si vous avez un empêchement, veuillez répondre non. Si c'est OK pour vous, veuillez répondre oui, en le prévenant qu'en fait, s'il confirme son rendez-vous, il pourra être prévenu d'un éventuel retard. S'il ne confirme pas son rendez-vous, en fait, il ne sera pas prévenu par SMS d'un retard du médecin, ce qui permet en fait de servir et à la fois le patient et le médecin en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui. Donc voilà, si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas. Les questions nous aident aussi, nous, à clarifier notre pensée. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est pourquoi avoir utilisé un Raspberry Pi et pas une tablette? J'ai pas bien compris l'intérêt d'avoir un Raspberry Pi plus à côté un écran tactile. Une tablette pour faire le taf aurait suffi, je pense. Parce que en fait, dans les salles d'attente, vous mettez des points de vue, image du monde, ça reste. Vous mettez un système D, il disparaît. Et je pense qu'avec une tablette, c'est pareil. Il y a des chances que la tablette disparaisse. Oui, mais comme écran tactile. Non, une borne multimédia. C'est-à-dire, on met un écran tactile fixé dans un meuble avec un Raspberry en dessous. Et pourquoi pas fixer la tablette dans le parce que
Ouais, parce que j'aime bien le Raspberry. Alors, à titre personnel, hein, j'aime bien le Raspberry, je trouve que ça se développe bien, je peux mettre une puce GSM dessus, il n'y a pas de problème, les bibliothèques existent, j'aime pas développer sous Android. Très bonne raison. Et puis, non, puis je trouve ça élégant de mettre un ordinateur qui coûte 50 balles sous le truc, je trouve ça bon. D'accord. Et la deuxième petite question, c'est que vous avez dit que la grille, le médecin préparait sa grille la veille, sa grille de rendez-vous la veille. Pourquoi pas faire en sorte que ce soit la secrétaire qui, au fur et à mesure où les gens prennent rendez-vous, ça construise automatiquement la grille et pas avoir à refaire la grille tous les jours? Oui, non, de toute façon, c'est fait de façon informatique, c'est-à-dire que le logiciel de cabinet médical sort, on lui demande, alors ça dépend du logiciel, soit il a une interface web déjà où on peut puiser les informations directement, donc ça se fait automatiquement, soit on lui demande de générer un PDF. C'est pareil, on peut, avec le système de balisage, on peut aller chercher les informations qui nous intéressent dedans et construire cette liste pour ensuite aller prévenir les gens et dire le médecin a 2 heures de retard. Et voilà. Et nous, on prend le cas de... Il y a un membre de notre équipe en fait qui est dentiste et ça les intéresse d'avoir les confirmations parce que les gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous, il y a une telle liste d'attente, il y a une telle gestion de l'urgence que remplacer le rendez-vous, c'est réellement une plus-value pour eux, pour leur exercice. Des questions hyper précises, fais gaffe, tu vas devenir prof, toi. La première partie, la partie recueil d'informations, concrètement, est-ce que vous avez déjà des retours, questionner des médecins? Parce qu'en fait, quand il s'agit de remplir son âge, son sexe, ça passe. Quand il s'agit de parler des antécédents, on est obligé souvent de poser 3 fois la même question de manière différente à chaque fois pour au final avoir vraiment l'information. C'est-à-dire que si dans la fiche c'est juste une question avec une formulation, le patient il répond ah non, non, je ne savais jamais, et puis on continue, et puis on dit mais ça, avec une autre formulation, et ah oui, en fait ça, plusieurs fois, machin, c'est clair ce que je dis, et voilà, donc est-ce que vraiment vous avez des retours, est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner vraiment d'avoir un recueil d'informations complet et exhaustif par rapport à ce que le médecin ce dont il aura besoin? Non, je n'ai pas de retour. L'idée c'est vraiment de pré-renseigner un formulaire et que le médecin, le dentiste puisse revérifier ensuite avec le patient et donc gagner du temps à ce niveau-là. Juste pour vous apporter cette information. Moi je le fais remplir en papier et après je suis obligée de reprendre derrière avec eux quand ils partent. C'est juste pour gagner du temps, même sur le papier, ils sont pas forcément. Là c'est juste de faire un fichier d'import et dans le logiciel, cliquer sur le bouton import le truc et ouvrir la fiche et après vérifier avec le patient les données qui ont été rentrées, puis s'il y a besoin d'explications, expliquer. Mais ça laisse un support informatique qui permet de décharger un petit peu le professionnel de santé de l'enregistrement de ces données. D'autres questions? Non? Bon. Innove pour la santé. Bon, c'est bien. Bon, je suppose que vous avez tous J'espère que vous allez apprécier le repas de ce midi comme vous l'avez apprécié ce midi hier soir. C'était bon hier soir.